Nous cédons maintenant la parole à Monsieur le Président honoraire Jacques Scart. Alors Jacques Scart a présidé le tribunal de commerce à l'époque, tribunal de l'entreprise aujourd'hui du Brabant Wallon pendant 18 ans. Il est président honoraire depuis 2015 et a avoué vraiment une passion professionnelle pour sa mission. Alors Monsieur le Président honoraire, vous avez choisi comme thématique aujourd'hui de démystifier justement le fonctionnement de ce tribunal de l'entreprise, de démontrer que le tribunal de l'entreprise est là pour aider les entreprises, les indépendants, les commerçants, et non comme on peut le penser toujours pour les juger. Alors le tribunal de l'entreprise, c'est un réel tribunal à visage humain. Mais je vous remercie à mon tour de vous dire bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le tribunal de l'entreprise a succédé au tribunal de commerce. Et ce changement de dénomination résulte de l'extension des compétences du tribunal de l'ancien tribunal de commerce aux non-commerçants. Auparavant, le tribunal de commerce s'occupait de manière générale des commerçants et des actes réputés commerciaux par la loi. Maintenant, c'est également les non-commerçants qui sont impliqués et c'est ainsi qu'on a remarqué, qu'on a pu constater la faillite, par exemple, d'avocats, de médecins, d'architectes. Auparavant, ce n'était pas possible car il s'agissait de professions libérales qui ne posaient pas d'actes de commerce. Augmentation importante donc du volume des affaires. Et pour parler du tribunal à visage humain, je vais d'abord vous inviter à une visite à l'intérieur du tribunal. Le tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon, c'est 65 collaborateurs internes. Je ne parle pas des collaborateurs externes comme les curateurs, les liquidateurs, les experts, 65 collaborateurs internes. 4 magistrats de carrière. Auparavant, il y en avait 5. Je vois tout de même une certaine contradiction entre la diminution du nombre de l'effectif et l'augmentation des compétences. Je tenais tout de même à le signaler. 4 magistrats de carrière, dont le président, 4 juges suppléants, 40 juges consulaires. Les juges consulaires sont des citoyens qui sont choisis dans le monde de l'entreprise et dans le monde du chiffre et qui ont le statut de magistrat lorsqu'ils exercent leur fonction de juge consulaire. J'y reviendrai. 17 membres du personnel du greffe, dont la greffière en chef, greffe judiciaire et acte des personnes morales que connaissent bien celles et ceux qui sont en association ou en société. 8 chambres dans lesquelles sont réparties les compétences générales du tribunal, introduction, plaidoirie et insolvabilité. Des audiences quotidiennes, 3692 jugements rendus en 2019. Parmi ceux-ci, 814 en matière d'insolvabilité, dont 441 en matière de faillite. Je dirais donc que le tribunal de l'entreprise fonctionne comme une autre. Tribunal à visage humain, tribunal vers l'extérieur. Le tribunal de commerce au service des entreprises en difficulté. C'est le titre d'un exposé, titre volontairement provocateur d'un exposé que j'ai donné il y a quelques années. Et ce titre était volontairement provocateur en raison de la méfiance, je dirais même de la grande méfiance que j'avais constatée d'entreprises en difficulté à l'égard de l'institution du tribunal. Et méfiance qui pouvait se comprendre dans la mesure où le tribunal peut prendre des décisions définitives face à une entreprise en difficulté. Méfiance surtout non justifiée. Car il faut savoir qu'en raison de ce qu'on appelle la collecte des données qui est organisée par la loi, le tribunal est au courant de toutes les difficultés de l'entreprise, que ce soit des jugements, condamnations de somme par défaut, que ce soit des retards au ONSS, que ce soit des retards TVA, que ce soit des saisies. On est au courant, le tribunal est au courant de tout cela. Et il y a au sein du tribunal une chambre qui s'appelle la Chambre des entreprises en difficulté. Auparavant, c'était la Chambre des enquêtes commerciales. Chambre qui examine l'ensemble de ces renseignements qui arrivent au tribunal. Et quand, je ne vais pas dire
le nombre de clignotants est suffisant, mais quand malheureusement le nombre de clignotants devient trop inquiétant, cette chambre confie à un juge consulaire qui portera alors le nom du juge rapporteur une enquête où l'entreprise sera convoquée. Elle pourra comparaître seule avec son conseil, avec son comptable ou son conseil. Et c'est ici que le tribunal joue un rôle important car le but est d'essayer de trouver les solutions les plus adéquates aux difficultés de l'entreprise. Ce juge rapporteur ne va pas faire son enquête pendant des années. Cette enquête dure quelques semaines, quelques mois, et à l'issue de cette enquête, il fait un rapport. Ce rapport peut être, comment dirais-je, plus mitigé s'il convient d'envisager des procédures plus coercitives. Mais dans la majorité des cas, ce qu'il importe de souligner, c'est que ce rapport se termine par une clôture, par un classement sans suite. C'est-à-dire que le dossier s'arrête là. Une solution a été trouvée dans le cadre de ces procédures. Je voudrais dire un petit mot maintenant de la procédure en réorganisation judiciaire. Donc, nous avons quitté le stade de l'enquête. On est un peu plus loin dans la procédure. Et ici aussi, le tribunal est très attentif et fait son concours par l'intervention du juge consulaire, qui est ici un juge délégué, qui sera le juge de la procédure et qui veillera à ce que les procédures, que ce soit une procédure amiable, une procédure collective ou une procédure de transfert d'entreprise, qui apportera son concours pour essayer d'arriver à une solution la plus adéquate possible et la plus heureuse possible pour l'entreprise. J'ai parlé de l'enquête commerciale, j'ai parlé de la procédure de réorganisation judiciaire. Je voudrais aussi dire un bref mot sur la faillite. La faillite est un échec, c'est incontestable. On entame une activité et celle-ci ne peut pas arriver à terme. C'est un échec, mais on doit bien se dire, constatons-le, la vie est aussi un échec. Et ce n'est pas parce qu'une faillite a été prononcée que l'on ne peut pas rebondir. Ce que je voulais insister, je le disais souvent, la faillite est un échec, ce n'est pas une infamie. Dans les faillites, j'ai toujours vu trois causes essentielles aux faillites. La première cause, et c'est la cause majeure, c'est la faillite d'un créancier. À partir du moment où votre créancier principal, est en difficulté et ne vous paye plus, il va évidemment entraîner dans votre chef des difficultés de trésorerie qui vont se répercuter à la chaîne. C'est une situation fréquente au niveau des faillites, malheureusement. Il y a une deuxième cause à la faillite, il faut le constater aussi, c'est qu'on ne s'improvise pas entrepreneur et que certains entrepreneurs n'ont peut-être pas la formation utile et nécessaire pour mener à bien une entreprise. La troisième cause, et là je crois qu'il faut être très attentif, ce sont des faillites dont je dirais, et je serai réservé, un peu moins honnête. Et dans ces faillites, le tribunal assiste encore le failli par le biais du juge consulaire qui devient à ce moment-là le juge commissaire de la. Et voilà maintenant avec l'institution de la médiation d'entreprise. Je pense que c'est une procédure qui est particulièrement appropriée aux circonstances économiques actuelles que nous connaissons. C'est vrai que nous sommes dans une situation que à peu près personne n'a connue à ce jour. On n'a jamais connu
de fermeture d'entreprise ordonnée par le gouvernement depuis la guerre. La fin de la guerre, c'est 75 ans. Donc, nous allons nous trouver devant une situation où il est à craindre qu'il y ait énormément d'entreprises qui connaîtront des difficultés suite à cette période de 2 mois et demi où leur activité était stoppée ou, si pas stoppée, fortement contrariée. Le président du tribunal joue un rôle dans cette procédure puisque c'est lui qui va prendre la décision de l'ouvrir. Alors, à mon sens, cette procédure, je l'ai dit, est tout à fait appropriée. Et les raisons pour lesquelles cette procédure me paraît tout à fait appropriée, les puise dans les avantages que l'on va trouver tout d'abord dans le caractère informel de cette procédure. Je lis le titre de l'article 36. La demande de désignation d'un médiateur d'entreprise n'est soumise à aucune règle de forme. Il peut même être formulée oralement. Donc, pas de formalisme. Il suffit à la limite de s'adresser par oral au président du tribunal pour que cette procédure puisse démarrer. Deuxième élément, Maître Moussa en a parlé, c'est la gratuité. Bien entendu, le médiateur d'entreprise sera rémunéré dans les limites qui ont été fixées, mais au moment où vous adressez cette procédure devant le tribunal, vous ne devez rien débourser. L'autre avantage, c'est la discrétion. On n'est pas au courant de cette procédure. Et le dernier avantage que j'y vois, c'est la grande souplesse qui résulte de la loi elle-même. La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur d'entreprise le décide. Il vous est donc possible à tout moment de mettre un terme à cette procédure, une procédure qui est tout à fait, comme on l'a expliqué déjà, comme l'ont déjà expliqué Maître Leplat et Maître Mouns, tout à fait discret. Donc, je ne puis qu'encourager les entrepreneurs qui malheureusement, ceux qui malheureusement seront soumis dans quelque temps aux difficultés issues de la situation actuelle, de recourir à cette procédure. Je vous remercie de votre attention.